on n'est pas reconnus. On est les armes secrètes de tout ce qui s'appelle la santé mentale. Quand vous dites nous, vous dites... Les proches aidants, les époux, ceux qui les aiment, ces héros-là. Nous, on n'en a pas d'outils. Nous, on n'en a pas de formation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Vous venez d'entendre le cri du cœur absolument bouleversant de Jennifer Mignot. Hier, elle a tenté de parler au ministre des Anciens combattants, Julian Fantino, mais comme vous l'avez vu dans la manchette, il lui a carrément tourné le dos, ne s'est pas arrêté pour lui parler, la saluer. Par ailleurs, le ministre s'est tenu loin des caméras aujourd'hui. Pas de commentaires. Le mari de Jennifer Mignot souffre du syndrome de stress post-traumatique. Sujet dont on a beaucoup parlé, d'ailleurs encore cette semaine avec le général Dallaire. Comment vivent-ils avec cette réalité? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement à Ottawa? Jennifer Mignot est avec moi en studio. Bonsoir, Mme Mignot. Bonsoir. Un coup d'éclat, un cri du cœur, mais en même temps un coup d'éclat hier. Que vouliez-vous dire au ministre Fantino qui a poursuivi sa route? Je voulais qu'il voie mon visage, puis je voulais qu'il voie aussi le visage de mes consoeurs d'armes dans cette bataille-là. Parce que pour nous, c'est une guerre de tous les jours, accompagner nos conjoints dans ce qu'ils vivent de plus laid, parfois. Vous êtes très engagé dans la défense des droits, en fait, des vétérans qui souffrent de syndrome post-traumatique. Vous étiez hier à Ottawa. Pourquoi avez-vous tenu à assister à ce travail parlementaire hier? Pour entendre ce qui était dit, mais également pour qu'on se fasse voir, nous, les épouses, les conjointes, les aidants naturels, il faut démontrer notre présence parce qu'on est des figures oubliées. Donc, il y avait une volonté pour moi, au départ, de nous faire voir, de nous faire entendre. C'est essentiel. Vous avez vraisemblablement réussi hier parce que votre intervention a été répercutée sur l'ensemble des médias nationaux à travers le pays. Donc, il n'y a eu vraiment aucun contact avec le ministre Fantino, il n'a fait aucune tentative de vous saluer, de vous regarder même, de quoi que ce soit. Rien du tout. Non, même dans un des clips télévisés, on le voit, je l'appelle, puis à un moment donné, il me dit « What's this? » Je veux dire, j'ai lu là, à quelques endroits qu'il avait dit qu'il n'avait pas entendu. Mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça? Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils entendent nos revendications au départ. Bien là, vous parliez assez fort dans le corridor. Là. Je pense que c'est assez intéressant. Cela dit, tout ça arrive au moment où on a dépensé beaucoup d'argent pour une publicité. Ça aussi, ça vous met en colère? Énormément, parce qu'il y a des trous de service immenses. Il faut savoir que, par les anciens combattants, on a des services quand même de support d'urgence. Nous, les femmes, on peut avoir accès à des psychologues et de compagnie. Moi, ce que je dis, c'est pourquoi attendre qu'on se rende là? Pourquoi ne pas nous donner les outils en prévention davantage ou en complément qu'au curatif? Parce qu'on nous laisse aller, on est complètement oubliés là-dedans. Vous n'êtes pas reconnus dans les tant qu'on ne crie pas à l'aide, là. Oui. Je veux dire, moi, ça a pris 6 ans avant que je rencontre le psychiatre de mon mari. Vous rendez-vous compte qu'il allait aux 6 semaines là-bas? Alors, refaisons l'histoire de votre cas. Votre mari est sorti de l'armée honorablement là, en 1998, mais il a fallu des années avant que son syndrome soit reconnu, c'est ça? Oui, effectivement. 7 ou 8 ans, c'est ça? 8 ans, oui. Et à travers cela, même une fois qu'il a été reconnu, là aussi, ça a été un combat tous les instants. Mais d'abord, il a fallu faire changer le motif de libération. Donc, parce qu'il faut savoir qu'au départ, mon mari a souhaité réintégrer, justement, souhaitant revivre des succès professionnels. Oui, parce que les missions auxquelles il a participé, quelles sont-elles? On peut peut-être les rappeler. 4 missions, une en Syrie, 3 en Haïti. Mais il est resté 17 mois collé là, en Haïti. Il a participé à plusieurs opérations de guerre, évidemment, également, puisqu'il était maître de bord dans les 630 Hercules. Donc, il a été appelé à poser pied dans près de 80 pays au cours de sa carrière, parfois pour quelques minutes, parfois pour plusieurs mois. Et vous avez constaté dès sa sortie de l'armée en 98 qu'il y avait des problèmes? Moi, je l'ai rencontré 2 ans après sa sortie de l'armée, OK. Oui. Donc, mon mari était atteint à ce moment-là. On ne le savait pas. Je peux vous dire qu'au départ, quand je l'ai rencontré, oui, il y avait déjà des cauchemars, il y avait déjà de l'anxiété, mais je veux dire, je le voyais pas, là. Pour moi, tout ça avait aucun sens. Ça a pris des années. Ça a pris un diagnostic de sa part en ce qui le concerne, mais ça a pris aussi de ma part un énorme processus afin de non seulement rationaliser ce qu'est le PTSD, mais de le comprendre d'ici. Parce que c'est ça qui est important. Quand d'ici, on ne le comprend pas, là, ça mène à de l'incompréhension.
Ça mène à terriblement de colère dans une maison. Et c'est tout le monde qui en souffre. En fait, je comprends du message que oui, il y a le vétéran qui a des problèmes, mais c'est les répercussions sur les proches, la famille, qu'on oublie, c'est ce que vous dites. Absolument. Si vous saviez à quel point, je veux dire, le transfert du syndrome de stress post-traumatique, c'est une réalité. Plusieurs d'entre nous développons même de l'anxiété à aller dans le public, comme moi-même, je vous dirais, qu'être à l'extérieur. J'ai développé avec les années les réflexes de mon mari. Je regarde, je vérifie, je vais même... on va même blaguer maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est capable de le faire. Mais je deviens sa collègue là, de recherche de danger. Là. Mais ça, c'est une réalité. Parce que lui, ça l'affecte encore comment, son syndrome post-traumatique? Bon, depuis que... Il faut dire que ça fait quand même 8 ans qu'il est traité à toutes les semaines. Et ces efforts-là thérapeutiques rapportent. Il gère mieux ses colères. L'anxiété est moins quand même présente ou mieux gérée. La médication aide à stabiliser son humeur. C'est certain qu'il est encore affecté par une dépression majeure. Puis ça a des répercussions qui sont encore très palpables et très présentes. Et ça, vous dites que les répercussions du syndrome post-traumatique sur les proches, est-ce que c'est généralisé sur l'ensemble des familles, d'après vous? Absolument. Absolument. Et ça ne peut pas faire autrement. Parce que nous, on ne peut pas l'expliquer aux enfants si on ne nous enseigne pas à le faire. On ne peut pas supporter adéquatement notre mari quand il vit une situation X, Y, Z, et Dieu sait qu'elles peuvent être nombreuses et diversifiées. Donc, non, tant qu'on n'est pas outillé pour le faire, je veux dire, on s'enligne vers un mur. Et de quoi disposez-vous comme soutien, vous, actuellement? J'en ai pas eu de soutien. J'ai reçu de l'aide psychologique quand j'étais en train de me noyer, quand j'ai crié à l'aide. Mais sinon, je vis avec quelqu'un qui est un ancien combattant qui relève du fédéral. En partant, là, pour moi, là, qui était juste une civile, là, qui ne comprenait rien à ce système-là, bien, moi, je pense que juste pour ça, on passe entre les craques de chaises, littéralement. Parce qu'il y a des services que pour les vétérans. On va écouter un extrait du général Dallaire qui est venu à cette émission cette semaine et qui parle du syndrome post-traumatique parce que j'imagine que pour vous, le général Dallaire, c'est aussi une figure importante. Emblématique. Emblématique. On va écouter un court extrait. Une blessure opérationnelle qui nous rend vulnérables, vous avez entièrement raison, et même avec la thérapie et les médicaments, et même l'aide de pair, on demeure toujours susceptible d'extrêmes. Je trouve que c'est malheureux parce qu'on ne reconnaît pas qu'il y en a qui, à cause de cette blessure qu'ils ont eue en opération, ne sont pas comptés parmi ceux qui ont payé le prix ultime du sacrifice d'avoir été déployés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, général Dallaire, dans la défense de la cause pour les vétérans? Général Dallaire, là, c'est lui qui a mis le PTSD sur la map dans la tête de mon mari. Ça l'a aidé. Il y a eu un effet thérapeutique sur votre mari? Mon mari est sorti juste avant la sortie du général Dallaire. Donc, pour mon mari, là, le général Dallaire, c'est non seulement un héros, là, mais c'est quelqu'un pour qui il y a énormément de respect parce que, justement, il peut comprendre ce qu'il vit. Puis, dans les mots du général Dallaire, il y a énormément de compassion qui rejoint mon mari. On a été confrontés à une vague de suicides au cours des derniers mois. Ça aussi, c'est de nature à soulever beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse pour vous. Oui, parce que chaque suicide nous rappelle que nous vivons avec quelqu'un qui peut avoir un potentiel suicidaire très réel. Pour ma part, j'ai surpris mon mari, il était à quelques minutes. Là. C'est une réalité. Puis, les impacts sont tellement grands que, justement, ces outils-là sont nécessaires pour nous aider à vivre au quotidien avec ça. Et là-dessus, ça n'a pas évolué du tout depuis les années que vous le réclamez, parce qu'en 2007, vous étiez devant un comité parlementaire. On est en 2014. Et c'est du pareil au même. Ce témoignage-là d'il y a 8 ans, il pourrait être repris par des centaines de conjoints. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous vous êtes regroupés, les conjoints, les On proches? se regroupe. C'est difficile de sortir du silence. Il faut comprendre qu'il y a une culture aussi qui vient avec.
le syndrome de stress post-traumatique, la honte, l'incompréhension, le déni. On se regroupe, on se rejoint tranquillement pas vite, on se mobilise de plus en plus. Vous avez produit des petites capsules. On va en écouter l'extrait d'une de ces capsules vidéo qu'on retrouve aussi sur Facebook. On les retrouve et on regarde ça. Regardez ça, mesdames, messieurs. Moi, je vis avec un conjoint qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique. Puis ce que je constate, d'une part, c'est que les gens sont capables de comprendre, d'intellectualiser le diagnostic, mais il reste qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand vient le temps de reconnaître et d'accepter un comportement qui est inhérent à ce diagnostic-là. Alors, vous dites que vous êtes sa voix. Absolument. Ouais. Moi, je suis celle qui l'a compris avant tout le monde, je pense. Parce qu'à toute fin pratique, je veux dire, encore aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de contact avec sa famille, avec ses enfants. C'est encore absent de sa vie. Heureusement, il évolue. Il est maintenant capable de se tourner vers le monde. C'est important. Et si vous aviez, en terminant, le ministre Fantino devant vous, là, oublions la scène d'hier, un instant, il est devant vous, qu'est-ce que vous lui demandez? Juste de prendre le temps de nous rencontrer puis de nous écouter. Ça serait une demande juste aussi simple que ça. Ça serait un excellent point de départ. Parce que là, on le voit, là, ça va dans le corridor, là, vous le suivez. Pensez-vous que c'est... Ah ouais? Ça a fait du bien. Je vais vous dire honnêtement, là, Mme Dussault, ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce que dans cette colère-là, il y avait toutes mes amies, il y avait toutes les femmes comme moi. Il faut sonner l'alarme parce que les traitements que reçoivent nos vétérans, je veux dire, de la façon que c'est fait actuellement, c'est inacceptable. Si vous saviez la douleur que ça génère dans les maisons. Comment ça? La lenteur du système, le fait que ce qu'on appelle des case managers, qui s'occupent des cas là, individuels, ne retournent pas des appels, qu'on cache l'information. Je connais quelqu'un, là, rapidement, son mari était garde du corps. Et maintenant, étant donné qu'aujourd'hui, civil, il y a un syndrome de stress post-traumatique très important. Aujourd'hui, civil, il s'est retrouvé un emploi comme agent de sécurité. On refuse de lui donner des services pour qu'il retourne à l'école sous prétexte qu'il a un emploi. Pourtant, l'emploi qu'il a est un déclencheur de son syndrome de stress post-traumatique. Ça, c'est un exemple. Ouais. Extrêmement complexe. Écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, Mme Mignot. Merci, Mme Dussault. Alors, on continue de suivre la situation de ces vétérans qui reviennent blessés pour la vie. Merci. Merci à vous.